Salut Solène, comment tu vas? Salut Tom, ça va et toi? Bah oui, ça va. Je suis content que tu sois là. Euh, j'ai déjà eu des hommes de l'ombre et là, t'es la première femme de l'ombre et j'ai trop Waouh, hâte de découvrir ton histoire. super, merci. Merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Yes. Bah, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter en une phrase, si tu y arrives. Une phrase, mais c'est super Ouais, dur. Une phrase. Eh ben, je suis Solène et je suis COO. J'accompagne les entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise. bien. C'est bien, t'as bien répondu. Et Ouais, ça c'est t'inquiète bien. pas, t'auras toute l'occasion après de développer tout ça. Super. Euh, L'idée, comme j'aime bien, moi, dans un premier temps, dans un podcast, c'est de découvrir un petit peu la Solène d'avant. Et on va essayer de justement aller voir ce qui s'est passé dans ton enfance et au tout début. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager, bah voilà, ton départ, c'est-à-dire ton cadre familial et tes années, on va dire, d'école. Ouais. Alors moi, j'étais pas vraiment destinée à travailler dans l'entrepreneuriat, mais je vais t'expliquer tout ça. C'est un peu une surprise, je suis tombée dedans un peu par hasard. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village de l'ouest de la France. J'aime, pour la blague, dire qu'il y a plus de vaches que d'habitants, mais c'est vraiment la réalité. Donc vraiment dans un petit patelin, voilà, avec une maman institutrice et un papa chef d'entreprise, mais chef d'entreprise agricole, donc un vignoble et une exploitation agricole. Donc j'ai grandi au sein d'une ferme. Mais ça a une importance pour plus tard parce qu'au final, mon papa est entrepreneur et chef d'entreprise. Donc voilà, c'est des chiens font pas des chats non plus. Voilà, donc moi j'ai grandi là-bas. J'ai fait des études littéraires. Donc au lycée, j'étais plutôt très littéraire dans le milieu artistique et j'ai continué à la fac en licence d'histoire de l'art. Donc tu vois, j'étais très loin du milieu. J'ai pas fait d'école de commerce, d'école d'ingé. Beaucoup de Hmm. gens qui sont dans l'entrepreneuriat ont fait ce genre d'études. Moi, j'étais vraiment partie pour travailler dans le milieu artistique et c'était T'avais déjà un vraiment ma métier, passion. ouais, t'avais déjà un métier qui te trottait dans la tête quand t'as démarré ce cursus? Oui, moi je voulais être soit conservatrice ou travailler dans des galeries, dans des musées, ou travailler dans des services de communication ou dans le milieu artistique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au début de ma carrière. Ok. Mais on va y revenir. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu la Solène, tu vois, à l'élémentaire, au collège, comment est-ce qu'on se portait? Est-ce que c'était une Solène introvertie, extravertie? Est-ce que, voilà, t'avais des bonnes notes? Est-ce que t'as un bon feedback de l'école? Ouais, Parle moi de... j'étais un peu bonne élève, première de la classe. Alors pas première de la classe, mais j'ai jamais eu de difficulté à l'école. Ça a toujours été très facile pour moi l'école. Jamais beaucoup travaillé, j'avais beaucoup de facilité. Donc l'école c'était cool parce que ça me demandait pas beaucoup d'efforts. J'étais ni dans les pas populaires ni dans les très populaires, mais du coup j'étais un peu dans la masse et j'étais plutôt proche des gens populaires. Donc j'étais un peu en mode beaucoup d'amis, je m'entends très bien avec tout le monde, grande vie sociale, dès le primaire, dès le collège. Ok. Donc ouais, bonne élève quoi. J'étais bonne élève, mais en même temps très sociale et je faisais des sports, je faisais plein de choses, donc j'avais plein d'activités et ouais, j'ai eu une enfance finalement très simple et très heureuse quoi. Ouais, t'as pas eu de difficultés où tu te dis Non, pas, punaise, l'école, c'était vraiment pas fait pour moi. non, C'est un non, truc non. que t'as kiffé et qui t'a peut-être d'arriver juste par la suite, Ouais, quoi. moi j'ai plutôt été toujours bonne élève et j'ai aimé l'école en fait. J'aimais apprendre, ça me nourrissait beaucoup et d'ailleurs après à l'université, enfin j'ai fait des longues études, mais parce que ça m'intéressait aussi. J'aime aller en cours, j'aimais aller en cours. J'aime encore me former en tant que qu'adulte maintenant qui est sorti du système scolaire, mais ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et le fait d'avoir eu du coup une maman institutrice, est-ce que ça t'a mis un petit peu la pression Bah ou oui, pas du tout? non mais oui, mais il faut savoir que ma mère pendant un moment, en tant qu'adulte, elle corrige encore mes fautes d'orthographe dans mes emails quoi. Ok. Quand je me souviens que je suis partie faire une année en jeune fille au père aux États-Unis quand j'avais 23 ans et à force de parler anglais toute la journée, je faisais de plus en plus de fautes de français à l'écrit. Et du coup, quand j'écrivais des emails à ma mère, elle me les renvoyait corrigés avec les fautes d'orthographe quoi. Donc oui, il y a un peu le truc de chez nous. La réussite académique, en tout cas, a été valorisée. Alors, il y avait pas une pression monumentale. Je me suis jamais sentie avoir cette pression-là, mais clairement oui. Voilà, j'ai grandi dans une maison avec des livres et avec une maman qui valorisait la réussite académique.
C'est peut-être ça aussi qui t'a donné de la rigueur et cette envie aussi d'apprendre tout un tas de choses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mes frères et sœurs sont pareils, donc on a grandi, oui. On a été éduqués comme ça, quoi. Dans Ouais, le d'ailleurs. Non, dans vas-y. le plaisir et le plaisir de se cultiver, d'apprendre des choses, d'être curieux. Dans la curiosité, on a beaucoup été élevés dans c'est bien d'être curieux, soyez curieux, allez chercher des choses. Et puis et j'ai grandi avec une énorme bibliothèque chez moi. Il y a un grand mur. D'ailleurs, c'est mon oncle qui l'a construit, qui l'a fait sur mesure cette bibliothèque parce que elle est gigantesque et puis elle est remplie de livres. Et du coup, j'ai vraiment grandi comme ça en allant toutes les semaines à la bibliothèque avec ma mère pour chercher des nouveaux livres. Ok, trop bien. Et t'avais un auteur particulier là qui te passionnait déjà à l'époque? Non, mais je lisais beaucoup tout. J'étais un peu, mais même au lycée, je me souviens, j'aimais pas les cours de maths, par exemple, et j'étais en fond de classe et je lisais mes romans. Ah ouais, si t'étais une littéraire, c'était vraiment le cliché du Ouais, bac L là. Ah, moi, j'adorais le bac L. Bon, je m'en sortais en maths en écoutant la moitié du cours. J'avais juste la moyenne en maths. En vrai, si j'avais fait des efforts, je pense que j'aurais été meilleure, mais ça m'intéressait pas tellement et c'est vrai que j'avais le nez plongé dans les bouquins. Je me souviens notamment quand je lisais le livre Geisha, qui est quand même un gros pavé, et je me souviens très bien à la fin, ouais, au fond de la classe, comme ça, dans mon cahier, lire mon, mon bouquin En pendant train de les te cours de maths. cacher. Ouais. C'est clair. Ok, ça marche. Du coup, bac L. Après, tu dis que tu pars dans les lettres. Ouais. Euh, c'est quoi finalement? T'as eu quoi, un master? Alors, j'ai fait donc un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Mhm. Et puis, j'ai fait une deuxième licence de art, communication et multimédia. Donc, en fait, c'était pour apprendre à faire de la com et travailler dans la com, mais dans le milieu artistique. Et ensuite, j'ai un master de Paris 3 sur ça s'appelle gestion et direction de projets culturels. Et donc, en fait, c'est comme le nom l'indique, c'est de la gestion et de la Mhm. direction de projet, mais dans le milieu culturel. Donc, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est vrai que le fait que maintenant je fasse de la gestion de projet aussi, finalement, ça quand même, j'ai quand même été formée à ça. Mais c'est vrai que à la base, c'était uniquement pour travailler dans le milieu artistique et culturel, puisque c'était ma passion, c'était vraiment là où je voulais travailler. C'est quand même c'est rare quand même, enfin de ce que j'entends par rapport à toutes les interviews et moi de mon entourage, d'aller dans un truc vraiment passion, de faire des études vraiment dans un truc passion et d'aller jusqu'au bout, tu vois, parce que souvent on a, ouais, j'ai une passion, ok, je vais faire peut-être jusqu'au bac, jusqu'à la bac plus 2 ou licence, mais c'est rare d'aller Ouais. jusqu'au bout, quoi. Ouais, non, en plus, j'ai eu la passion de l'art assez tôt. Parce que tu vois, au lycée, j'avais une option de mon bac littéraire qui était l'option histoire de l'art. Et donc, en plus, elle était disponible que dans un seul lycée de mon département. J'avais vraiment postulé pour, c'était sur candidature, il y avait tout un truc. C'était un lycée hors secteur, donc c'était pas le lycée où j'étais censée aller. Donc j'avais vraiment poussé le truc loin. Enfin, Ok. dès la troisième, en fait, je savais que je voulais faire ça. Et du coup, j'ai embarqué. J'ai dit à mes parents, moi, je vais faire ça et tout. Et donc j'ai postulé, j'ai candidaté, je pourrais être accédée dans le lycée que je voulais avec l'option que je voulais. Donc j'étais très obstinée et très voilà. Je suis un peu têtue quand je veux quelque chose et donc assez jeune, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et oui, c'est vrai Ouais. que j'ai fait deux licences et un master dans le même domaine. Je suis vraiment allée au bout du truc pour au Ok, final trop ne bien. pas bosser dans la culture. Justement, on va y venir. Qu'est-ce qui se passe là après l'obtention du coup de tes diplômes? Sur quoi du coup tu optes? Alors pendant mes études, je fais des grands stages parce que j'ai fait une licence pro et j'ai fait un master pro. Et il s'avère aussi que pendant mes années de master et de licence, il y a eu des grandes grèves étudiantes avec des blocages de fac pendant plus de 6 mois, des choses comme ça. Et donc on n'avait pas cours et au final, la fac nous autorisait à prolonger nos stages. Donc moi j'ai fait des stages beaucoup plus longs que normalement, enfin que la moyenne et que ce que j'aurais dû faire dans le cadre de mes études. Donc j'ai quasiment eu des responsabilités de personnes en CDD ou en CDI dans des institutions culturelles. D'abord en Bretagne puisque c'est là où j'ai commencé mes études, puis à Paris parce que c'est là où j'ai fait mon master et ma deuxième licence. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré bosser dans la culture. Mais quand j'ai été diplômée ou pas loin d'être diplômée, il y a un peu deux choses qui se sont offertes à moi. C'est qu'on m'a offert un contrat dans là où j'avais mon stage, dans un grand lieu artistique à Paris qui s'appelle le 104, qui est un très grand, c'est l'ancienne pompe funèbre de Paris et c'est un très très grand lieu d'art contemporain et de voilà
d'art, mais on proposait un contrat payé une misère, vraiment, mais vraiment payé une misère. Et c'est aussi là que le problème, en tout cas, s'est posé, c'est que on demande un niveau d'études dans le milieu artistique quand même assez haut, avec des compétences importantes. Et mais il y a pas d'argent et donc je me suis dit ok, donc tu vas être à Paris, tu vas même pas pouvoir payer ton loyer, il va falloir que tes parents ils t'aident encore pendant longtemps. Déjà que j'ai fait des longues études, donc ça a été un premier questionnement en me disant est-ce que c'est viable en fait sur le long terme et comment je vais faire pour vivre en fait de ce métier-là. Donc la question de gagner sa vie est arrivée très rapidement. Au début j'y pensais pas trop, c'était en mode passion et après la réalité a un peu tapé à la porte. Et donc à la fin de mes études entre mes 2 années de master, j'ai décidé plutôt que d'accepter le boulot à Paris au 104. J'ai pris une décision un peu radicale, mais je suis partie en tant que jeune fille au pair aux États-Unis pendant 1 an, faire un peu une année de césure. Et voilà, donc j'ai un peu tout quitté, un peu tout laissé. Ouais, rien à voir du coup. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à faire ça? J'étais pas mal épuisée. Je travaillais beaucoup pour mon stage. Je faisais en plus des heures sup parce qu'ils proposaient aux stagiaires d'être payés en plus et puis de faire des visites guidées le soir ou le week-end. Et donc, bah voilà, moi, en voulant gagner un peu ma vie, mettre des sous de côté, puis bosser, juste aussi parce que j'adorais être là-bas, que c'était hyper intéressant, c'était de l'expérience professionnelle. Et donc, et en même temps, j'écrivais mon mémoire de master. Ça se passait pas très bien avec mon directeur de mémoire. On s'entendait pas bien, lui et moi. Clairement, je l'aimais pas. Je pense qu'il m'appréciait pas non plus. Mon sujet, il était pas fan. Moi, du coup, ça me donnait pas envie de travailler dessus. Donc j'étais un peu perdue. Je me disais bon, je bosse. Si je finis pas mon master et que j'accepte le boulot, je vais pas gagner ma vie. Et en même temps, je suis allée jusque là, ça serait bête de pas valider mon mémoire et tout. Donc en fait, c'était un peu genre j'ai mis pause. Je me suis dit bon, on va faire une pause. On va aller réfléchir autre part. Et donc j'ai décidé de partir en tant que jeune fille au pair 1 an. Pour aussi apprendre l'anglais, revenir avec une langue un peu mieux maîtrisée que mon anglais scolaire. Et je me suis dit, ça sera toujours ça en plus. Et puis en même temps, ça me permettra de voir du pays, de changer, puis de faire une petite pause et de réfléchir à ce que je veux faire de ma vie, quoi. Donc c'était un peu radical, mais c'était vraiment génial. Ouais, t'en ressors avec quoi du coup? J'ai jamais fait, moi. C'est ouvert aux garçons, mais c'est vrai qu'il y a plus de filles qui le font. Oui, c'est sûr. Moi, c'est une année transformatrice dans ma vie, cette année jeune fille au pair. C'est vraiment, il y a la semaine d'avant et la semaine d'après, quoi. J'ai fait une année en Californie qui a été très révélatrice. Déjà, j'ai passé une super année. J'étais dans une famille exceptionnelle dont je suis encore proche. Tu vois, ça fait plus de 16 ans et on se revoit encore, on s'écrit encore. Je les ai vus l'année dernière, par exemple, tu vois. Donc, on est quand même très proches. Et puis j'ai appris l'anglais. Je suis devenue à peine bilingue, mais pas loin. Je parle quand même maintenant très bien l'anglais. Fluent, voilà. Donc c'était chouette et ça a déterminé quasiment tout le reste de ma carrière et plutôt ma vie après cette première expatriation. Donc non, c'était génial. Et puis j'ai découvert la culture américaine, une espèce de grande liberté aux États-Unis. Bon, c'est en train de changer malheureusement en ce moment, mais et puis surtout j'étais en Californie, à San Francisco, donc il y a vraiment, voilà, il y avait cette vibe hyper artistique, culturelle. Je sais pas, j'ai vraiment aimé la grande liberté que je ressentais en étant aux US. Et c'est une année qui a été vraiment ouais, génialissime sur tous les plans. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris. J'ai fait du bénévolat dans un centre d'art aussi là-bas en me disant bah c'est toujours ça de prix, je pourrais aussi voilà utiliser ça en plus comme expérience. Et à l'époque, mon rêve, je me disais bah si je dégote quelque chose, ouais, je pourrais peut-être choper un job aux États-Unis et y rester. Et j'ai pas réussi. Ouais, je voulais une fois que j'étais en Californie, je voulais vraiment rester en Californie. Et finalement, je suis rentrée, j'ai fini mon master, j'ai validé mon mémoire. Il y a une autre vie qui s'est profilée devant moi, mais à l'époque, je me disais, ah, c'est trop bien la Californie, je veux rester là-bas. Le rêve américain, forcément, ouais. Vraiment, ouais, j'ai un peu le rêve américain, ouais, carrément. T'avais quel âge, du coup, quand t'es parti là-bas? J'avais 23 ans. Ok. Et je suis revenue, c'est ça, je suis revenue un tout petit peu après mes 24 ans. Marche. Du coup, quelle a été la suite après ce passage aux États-Unis et cette transformation dans ta... Le retour à la vie parisienne, il a été un petit peu rude, rien qu'à cause du climat. Je t'avoue que de passer du soleil 360 jours par an à la grisaille parisienne, ça a été un peu rude. Non, je suis rentrée, je me suis dit, ok, tu finis ton master, donc j'ai repris un deuxième mémoire. Enfin, j'ai changé de sujet de mémoire, j'ai changé de directeur de mémoire aussi.
Et du coup, je l'ai viré, quoi. Je me suis dit, ça va pas le faire, on va pas s'entendre, vous et moi. Et donc j'ai changé de truc et ça s'est très bien passé et j'ai validé mon master, voilà, en rentrant. Euh, et pendant cette année-là où du coup je validais mon mémoire et je finissais de valider mon master, j'avais aussi un taf étudiant et le job étudiant c'était de bosser dans une boîte d'architecture, une boîte qui était spécialisée dans le recrutement des architectes et le métier du bâtiment et de l'architecture. Ok. Et donc j'étais assistante de la chargée de communication. Et c'était un petit taf étudiant parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un en plus parce qu'ils étaient en train de lancer un livre sur des portraits d'architectes et tout. Et donc j'étais là en support sur le launch en fait de ce bouquin-là. Euh, et en fait ça a commencé, c'est comme ça que ça a commencé ma première finalement expérience professionnelle puisque au moment où j'ai été diplômée, la chargée de com est partie en congé mat et donc la boîte m'a dit bah, est-ce que tu veux faire le remplacement et prendre son taf? Et donc, j'ai jamais vraiment eu à chercher du boulot. Et donc, directement, finalement, j'ai eu un boulot de chargé de communication dans un milieu qui est quand même si c'était du recrutement, c'était quand même un peu artistique aussi. Donc, Ouais. finalement, c'était pile poil ce pourquoi j'avais étudié, quoi. Donc, je suis devenue chargée de com dans cette boîte d'architecture pour qui j'ai travaillé quelques années. Ah, finalement, quelques années, parce Ouais. que après le retour, du coup, t'as poursuivi là-bas? Ouais, c'est ça. Ouais, je suis rentrée des États-Unis, j'ai fini mon master et j'ai trouvé ce taf étudiant chez eux dès le début de mon master. Donc j'ai été en taf étudiant pendant 1 an et après j'ai été engagée pendant 2 ans chez eux. Donc voilà. Ouais. Donc, belle expérience, ouais. Ouais, très belle expérience. Ils voulaient vraiment me proposer de rester parce qu'au final, la chargée de com est pas revenue et donc je suis restée plus longtemps que le congé mat. Euh, ben voilà. Mais finalement, j'ai décidé, moi, à un moment, de partir. Voilà. Parce que t'avais déjà une idée en tête ou parce que tu sentais déjà une petite lassitude? Est-ce que j'avais une idée en tête pendant ces années-là à Paris? J'avais encore un peu mon rêve américain où je me disais, mais en fait, j'ai pas vraiment envie de rester à Paris. Le plan, c'était pas de rester à Paris. J'avais envie de bouger. Et donc, je cherchais par tous les moyens à repartir. Ok. Ça se produisait pas. J'arrivais pas à dégoter de stage ou de boulot aux US parce que c'est super dur à distance aussi. Et donc, il y a un nouveau projet qui est né avec d'autres amis qui avaient un peu aussi envie de quitter Paris et quitter la France. On a eu le projet, on s'est dit on va toutes partir faire un working holiday visa en Australie. Ok. Et donc, on s'est dit, voilà, on est jeunes, on a encore le temps d'aller explorer le monde, on a envie de refaire une expatriation et de repartir de nouveau. On était toutes des jeunes filles au père aux États-Unis, on s'est toutes rencontrées aux États-Unis, en Californie. Et on a eu envie d'avoir le même projet, de repartir entre copines en Australie. Et c'est ce qu'on a fait. Et on est parti à 4. Ok. À des moments différents, tout à 2-3 mois d'intervalle parce que chacune avait son propre, voilà, ses boulots, ses études. Enfin voilà, on avait des contraintes chacune et on est parti en Australie et ce qui devait être 1 an s'est transformé en 2 ans. Toujours, j'ai l'impression que tous ceux qui partent en Australie, ils viennent pour soi-disant 1 an, il reste 2, 3, et j'ai encore quelqu'un, moi, qui est là-bas depuis 5 ans. Ben moi aussi en fait, il y a une des copines qui est partie avec moi qui a rencontré un Australien. Et c'était il y a 10 ans, on est parti il y a 10 ans, ben elle est là-bas depuis 10 ans, elle est mariée et elle a un enfant et elle vient d'obtenir sa nationalité australienne. Donc Qu'est-ce qui fait que il y en les a une qui est gens restée. veulent rester là-bas, là? Parce que moi, j'ai jamais été, mais tout le monde me dit c'est incroyable. C'est sublime. Déjà, le pays est d'une beauté incroyable. C'est vraiment très beau. C'est très 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 grand, mais c'est vraiment très beau. Il y a une douceur de vivre là-bas qui est quand même assez chouette. Une belle qualité de vie. C'est agréable en fait de vivre là-bas. Ouais. Et donc je comprends pourquoi on pourrait vouloir y rester. Moi, à la longue, je trouvais quand même ça très 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 loin. Donc, quand il faut rentrer parce que pour voir la famille et tout, c'est quand même très loin. Je suis rentrée une fois en 2 ans, donc c'est quand même Ouais, c'est bah, 24 heures d'avion, je crois, en tout. oui, et puis il n'y a pas de vol direct, donc c'est forcément on fait un arrêt en Asie ou un arrêt à Dubaï ou ouais.
Donc il y a toujours un premier vol. En gros, c'est un vol de 8 heures et un vol de 12 heures, quoi, et avec une pause au milieu. Mais donc c'est quand même très loin. Tu rentres pas du jour au lendemain comme ça. Ça te prend plusieurs jours pour rentrer. Il y a un énorme décalage horaire. Et puis c'est une île, donc on a tendance à l'oublier parce que c'est gigantesque, mais ils sont tout seuls, quoi. Il y a pas de pays limitrophe, rien du tout. Donc tout de suite, si tu veux aller voyager ou partir hors du pays, faut sortir du pays, faut prendre l'avion, donc c'est un autre monde, quoi. C'est voilà. Du coup, tu restes 2 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans et quoi tu reviens? C'était quoi ton intention finalement? Ces 2 ans, c'était pareil. Au début, je me dis bon, je vois si j'aime l'Australie et je vois si j'ai envie de m'y installer, parce que j'avais quand même depuis les États-Unis un peu la fibre de j'aimerais bien être expatriée et vraiment rester dans un pays, vivre à l'étranger, quoi. C'était un peu mon Ok. truc. Je me sentais bien à l'étranger, j'aimais bien découvrir de nouvelles cultures et donc je me suis dit ça serait pas mal. En Australie, quand on a un working holiday visa, du coup, on a que certaines catégories de jobs qui sont ouvertes pour nous. Donc, c'est des petits jobs, quoi. C'est pas Ferme. voilà, ou bosser en hôtellerie-restauration. Et donc, c'est ce que j'ai fait dès le départ. Donc, j'ai pas du tout fait un job qui était dans mes études ou dans ce que je faisais à Paris. J'ai travaillé en tant que réceptionniste dans des auberges de jeunesse. J'ai été barmaid, donc j'ai beaucoup aussi travaillé derrière les bars. Et l'hôtellerie-restauration, finalement, c'est quand même très formateur. Ça apprend beaucoup de choses et c'est dur. Et tu taffes dur, surtout quand t'es barmaid, c'est costaud, quoi. Et voilà, moi j'ai fait ces expériences-là. J'ai vécu à Sydney pendant 1 an. Ensuite, pour pouvoir renouveler, faire une deuxième année de visa. Et donc à l'époque, maintenant c'est plus comme ça, mais à l'époque il fallait du coup aller travailler quelques mois justement dans les fermes, dans ces boulots-là où personne voulait faire. Et donc c'était le moyen pour le gouvernement australien d'avoir des travailleurs qui fassent ce taf-là que personne d'autre voulait faire. Donc moi j'ai pas travaillé dans une ferme, j'ai travaillé dans un bar, mais au milieu de rien. Ok. Non, vraiment au milieu de rien, dans un village désert. C'était glauque au possible, c'était terrible. Alors maintenant, on en rigole avec les copines, mais c'était vraiment glauqueland, quoi, le truc. Et on comptait les jours de quand on allait pouvoir se barrer, pouvoir signer notre papier pour pouvoir avoir notre deuxième année Revenir. ouais. Donc on a fait ça rapidement pour avoir notre deuxième visa, et puis on a validé la deuxième année. Puis hop, je suis restée une deuxième année et je suis revenue à Sydney en partie la deuxième année, et ensuite la fin de la deuxième année, j'ai fait un énorme road trip de toute la côte est de l'Australie pour visiter et profiter. Le Voilà. classique, ça. Ouais. Voilà, le classique. Voilà. Avec une petite partie en van, tu vois, très, très classique. C'est ça. Ouais, c'était beau, c'était magnifique et c'était vraiment une très, très belle expérience. Mais c'était, ouais, il y a 10 ans. Je suis rentrée il y a 10 ans. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Ça marche. Du coup, tu reviens. Comme tout le monde, je pense, t'es dans un mood où t'es relax. Ouais. Tu te dis, ah là, cool, machin. Mais il y a la réalité aussi de Paris, de la France. Tu te dis, il faut que tu retrouves du taf, peut-être. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vas rire, mais du coup, c'est un peu cliché. Mais quand tu passes 2 ans en tongs ou en pieds nus, littéralement, de remettre des chaussures fermées, c'était la torture. Je me disais, mais c'est pas agréable. Et remettre des jeans aussi. Alors, ça paraît vraiment con, hein, comme ça. Mais parce que, tu vois, à Sydney ou en Australie, ils ont des hivers quand même. Et puis, t'es fringué un peu. C'est une ville normale, tu vois, Sydney. Mais il y a un côté plus chill. C'est une ville en bord de plage. Il y a l'ambiance surfeur. Enfin, c'est vrai, quoi. Donc, j'étais assez peu habillée à la parisienne. J'étais habillée très en été toute l'année quasiment. Ah, cool, ouais. Voilà, à la cool. Et donc, juste retrouver un style vestimentaire un petit peu plus guindé, plus parisien. Je me disais, oh là là, ça me plaît pas. Et donc, je suis rentrée d'Australie. Alors, je suis pas rentrée directement Australie, France. J'avais économisé de l'argent avec les copines en Australie et on a fait aussi un classique, mais le tour de l'Asie du Sud-Est en sac à dos pendant 4 mois. Et donc, on a fait le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et la Birmanie. Et à chaque fois, on restait quasiment un mois dans chaque pays. Et donc, c'est aussi une expérience hyper formatrice. Tu vis avec un sac à dos de 10 kilos, tu es en mode minimaliste. Tu planifies tes journées. On savait 2 jours à l'avance à peu près où est-ce qu'on allait dormir après. Mais est-ce que c'est toi qui as organisé à chaque fois le road trip en mode chef de projet ou pas? Te connaissant. Non, mais moi, j'ai un tableau Excel, j'avais un budget et tout. Ok. Mais en même temps, tu vois, c'était un... Il en faut toujours une. Ben oui. Mais en même temps, c'était un truc de lâcher prise parce que
2 jours à l'avance, tu vois, on savait pas. Notre truc, c'était, OK, le matin, tu dois savoir où tu dors le soir. C'était un peu ça. Mais on savait pas où on dormait toute la semaine, par exemple. On prenait des décisions. Parfois, on se disait, bah, on a un itinéraire à peu près dessiné. On voudrait aller là, là et là, mais on décidait au dernier moment. Donc, c'était pas non plus, tu sais, hyper carré, hyper strict. Il y avait pas déjà l'itinéraire sur tout le mois avec Ok. jour 1, on fait ça, jour 2. C'était très flex quand même, très, très, très flex. Mais oui, avant, j'avais fait un budget en disant bon, qu'on dépense max ça. On a tant d'argent, donc faut qu'on dépense max ça. Voilà, on avait le guide du routard, on a beaucoup utilisé le guide du routard et on essayait de trouver et réserver des guest house et des choses dans nos budgets. Et quand on avait un petit peu plus de budget, parce qu'on avait moins dépensé que prévu, on se prenait des beaux hôtels avec des piscines et tout. Ouais. Et sinon, on était dans des trucs tout pourris. En plus, tu disais que c'était il y a 10 ans, donc ça devait être encore moins cher Ouais. qu'aujourd'hui, quoi. Et moins de monde, peut-être, Il y aussi. avait moins de monde, c'était beaucoup moins développé. Je sais que le Vietnam depuis a été vraiment, c'était beaucoup 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 développé. Il y a beaucoup de surtourisme maintenant. Mais à l'époque, c'était encore, c'était très très facile. C'était assez développé pour être facile de se balader en tant que touriste là-bas. Sauf la Birmanie qui venait tout juste de sortir de la dictature. On y était pendant les premières élections libres, à peu près. Donc, pas vraiment des élections libres, mais on y était pendant les élections. Donc il y avait un soulèvement populaire, vraiment il y a un élan populaire vers plus de liberté. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça maintenant, mais la Birmanie, c'était pas encore vraiment très touristique et fait pour les touristes. Donc on a eu c'était plus galère en Birmanie, mais c'était vraiment très beau aussi. Et il y avait des Ouais. zones qui étaient en Birmanie, il y avait des zones interdites aux touristes à cause de la dictature et des problèmes de guerre civile. C'était un peu plus tendu la Birmanie. Oh, je pense qu'on pourrait faire un podcast sur tes années d'expatriation. On va essayer d'accélérer un petit peu plus. Parce que là, je te sens à fond, hein, mais c'est bien. Mais je pense qu'en plus, de toute façon, à chaque fois que je demande aux personnes de mon entourage, t'es parti 2, 3 ans à l'étranger, avec quoi tu ressors? Ils ont du mal d'ailleurs à y poser des mots, tellement que c'est un truc qui se vit, en fait. C'est ça, c'est Et un truc qui se dit. transformateur, tu vois. Complètement. Ok, donc maintenant, je repars Go. dans le factuel. Tu rentres en France, qu'est-ce qui se passe? Et ben je rentre pas en France. Toujours pas, ok. Non, en fait, à la suite, à partir du moment où je suis partie en Australie, de ça a suivi 10 ans d'expatriation. Donc, je Ok. suis pas, voilà, j'ai fait 2 ans en Australie, je suis partie voyager en Asie et en rentrant en France pendant 2 semaines, mais très rapidement, j'avais prévu depuis déjà la fin de l'Australie que j'allais partir aux Pays-Bas, à Amsterdam. J'avais des amis là-bas. Ouais. Ils me disaient, voilà, c'est facile de trouver du boulot si tu parles anglais. Go, viens, essaye. Et donc, j'ai débarqué chez des potes à Amsterdam. J'ai décroché un CDI en 15 jours dans mon domaine, donc qui était, enfin, Ouais, il y a beaucoup d'art là-bas. après c'était pas dans l'art, mais c'était dans la communication et l'événementiel. Ok. Et donc c'était pour de l'organisation de grands salons internationaux et des choses comme ça, mais ça restait dans mon domaine parce que c'était de la com et c'était de l'événementiel et moi j'avais fait ça, de la com et de l'événementiel avant. Et donc j'ai décroché un CDI en 15 jours vraiment et ça a été mon taf pendant quasiment 6 ans aux Pays-Bas. Donc Ok. mon premier job, ça a été mon seul job. Voilà. Et donc j'ai vécu 7 ans à Amsterdam. Voilà, donc l'expatriation n'est pas, voilà, je suis partie longtemps. J'ai travaillé pour une grosse boîte américaine et là c'est là où j'ai plus du coup développé mes compétences qui me serviront plus tard pour bosser dans l'entrepreneuriat. J'ai bossé donc comme chargée de compte événementiel pour un gros organisateur de salons international à Amsterdam. Voilà. Et comment j'en suis venue à l'entrepreneuriat? C'est à ce Ouais, moment-là on en peut fait. faire le switch. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aux Pays-Bas ou pas spécialement? Ouais, il y a quand même une bonne culture start-up, une culture aussi freelance, avec beaucoup de gens en freelance là-bas qui ont leur petite boîte ou leur activité. Euh, donc ouais, il y a quand même une vibe très créatrice, autant artistique que tech, que boîte, que ouais. Donc il y a vraiment une vibe entrepreneur, c'est sûr. Et ça a pu avoir un lien justement dans cette réflexion ou pas du tout, pas spécialement? Alors c'était pas tellement la vibe. Moi, je me voyais pas tellement. Je connaissais pas d'autres modèles vraiment que le salariat, malgré le fait que mon papa soit chef d'entreprise, mais lui, il nous a toujours beaucoup dirigé vers quelque chose de safe et lui, il préférait finalement qu'on soit tous salariés, mes frères et sœurs, pour avoir plus de Ouais. sécurité. Donc c'est pas quelque chose qui a été poussé chez moi, l'entrepreneuriat plus que ça, malgré le fait que mon père soit entrepreneur lui-même. Mais c'est plutôt à l'époque, mon ex-compagnon était lui freelance, il était développeur
Et donc, il était dans la tech et il était très dans ce milieu-là. Et il arrêtait pas de me dire, mais essaye, regarde, toi, ce que si tu pourrais faire un truc dedans, ça pourrait être chouette. Mais moi, je voyais pas du tout ce que je pourrais, vendre comme service. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce milieu-là, quoi? Tu veux que je vende quoi comme service? Je voyais pas trop ce que j'allais pouvoir faire en dehors du salariat. Vraiment pas. Mais ça a changé. Ça a changé. J'ai fait un énorme burn-out dans mon job salarié pendant le Covid. Voilà, bon, comme dans beaucoup de boîtes, le virage Covid, il a été mal géré par le management. On a eu énormément de travail et donc ils ont viré la moitié de l'équipe parce que c'était des intérimaires et tout, et du coup on s'est retrouvé avec 3 fois la quantité de travail avec une équipe divisée par 3. Et là, forcément, à un moment donné, ça craque et ça marche plus, quoi. Et donc ouais, j'ai fait un énorme burn-out et j'étais un peu la première des dominos parce que le reste de mon équipe aussi. Donc bon, ça montre l'importance du management et de comment on gère les humains en entreprise. Et ça a une importance parce que du coup maintenant c'est vraiment au cœur de ce que je fais dans ma pratique, moi, dans les entreprises pour lesquelles je travaille. C'est-à-dire que je veux jamais être une manager qui met les humains avec qui je travaille dans l'état où moi j'ai été à cause d'un mauvais management. Donc voilà. Donc j'ai fait un gros burn-out, grosse remise en question. Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est quoi mon boulot et tout? Et donc j'ai fait un coaching. J'ai décidé de prendre un coaching pour m'aider un coaching en reconversion, pour m'aider à y voir clair. Donc pendant mon burn-out, j'ai vu une coach et puis on a un peu c'est un mini bilan de compétences. Coach en ligne, du coup, ou Ouais. c'était physique? Non, coach en ligne. C'est quelqu'un que je connais, que je recommande chaudement, qui est encore coach d'ailleurs. Même si maintenant elle fait plus tellement de reconversion, elle est plus sur la posture, leadership. Mais voilà, c'est une super coach qui m'a vraiment aidée. On a fait un petit bilan de qui je suis, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me rend pas heureuse, qu'est-ce qui me rendait malheureuse dans le salariat, est-ce que l'entrepreneuriat, d'être freelance, ça pourrait me convenir. Et à la suite de ce travail-là, elle m'a orientée d'elle-même vers une formation en digital business management. À l'époque, du coup, il n'y avait pas de formation vraiment OBM, COO en France, ça n'existait pas. Et donc moi j'ai fait une formation anglophone qui est une formation de management des entreprises digitales. Et donc en gros ça a combiné mon expertise et mes compétences que j'avais dans le salariat de la gestion de projet, parce que ça c'est ce que je faisais déjà, avec une plus grande connaissance des entreprises en ligne, de leur écosystème technique, de leurs problématiques, de comment manager des équipes qui travaillent tout à distance, comment manager des budgets. Ça, je le faisais déjà, le budget aussi dans mon salariat, mais là, voilà, d'avoir plus de compétences en finance en entreprise. Vraiment, le rôle, j'ai appris pendant cette formation à avoir le rôle 360 de bras droit d'entrepreneur sur tous les grands sujets, c'est-à-dire les finances, la gestion de projet, la gestion d'équipe, les systèmes et la structuration. Et le monde en ligne, pour toi, c'était nouveau quand même, ou t'avais déjà commencé à y mettre un pied? Complètement nouveau. Moi, j'imaginais même pas qu'il y avait des gens qui pouvaient se faire de l'argent. Et que j'ai découvert un univers. J'avais aucune idée qu'on pouvait vendre des cours en ligne, qu'on pouvait vendre des services en ligne. J'étais complètement étrangère à ce milieu-là. Vraiment, aucune idée. Aucune idée. Ok. Alors moi, je suis intrigué parce que je crois que, enfin, tu m'arrêtes si je dis pas de bêtises, mais t'as connu Aline assez tôt. Donc, comment ça s'est passé? Enfin voilà, quel était ton cheminement du coup entre l'obtention, on va dire, de cette formation et de devoir justement aller chercher tes premiers clients? Parce que ça, généralement, on nous apprend pas trop à aller chercher des clients. Alors dans la formation, justement, il y avait le dernier module qui était en anglais, c'était How to set up shop. Donc en gros, c'était comment créer ta vitrine déjà sur les réseaux sociaux. Comment déterminer le type de client à qui tu veux travailler, comment attirer leur attention. Et moi, étant très bonne élève première de la classe, j'ai suivi. J'ai appliqué ce qu'on m'a dit et ça a marché. C'était tout simple, bête et méchant, mais oui. Un des conseils à l'époque, c'était d'aller interagir avec 10 comptes par jour de personnes qui pourraient potentiellement t'intéresser, des entreprises qui pourraient potentiellement t'intéresser. Et donc, j'allais interagir sur les comptes. Je répondais aux commentaires, je répondais à des stories de manière informelle. Hein. Tu commences de la discussion. C'est du marketing conversationnel. En fait, tu commences à juste initier des conversations. Et moi qui vraiment déteste me vendre, me mettre, en avant, créer
du contenu pour les réseaux sociaux, mais c'est un enfer. Enfin, vraiment, je déteste ça. Mais j'aime pas le faire. D'ailleurs, je le fais très très peu. Mais par contre, j'ai cette faculté-là à me faire un réseau facilement. Et c'est ma force. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en respectant ma propre écologie, mon propre mode de fonctionnement, à aller interagir avec des clients qui pourraient potentiellement me plaire. Donc j'ai fait des recherches, bêtes et méchantes. J'ai cherché entrepreneuriat, business et tout. Je suis tombée sur des comptes. J'ai fouillé sur Instagram, sur LinkedIn, beaucoup sur Instagram au début. J'ai commencé à suivre des comptes. De fil en aiguille, j'ai découvert d'autres comptes, d'autres entrepreneurs. Et ça s'est fait comme ça. Et j'avais, bon, en étant bien organisée, structurée, j'avais un plan d'action, quoi. J'avais mon petit tableau Excel aussi en me disant, bon, t'as tant de mois ou d'années. Enfin, j'avais 1 an max pour réussir à ce que ça marche. Et sinon, j'allais cramer mes économies, mon chômage et tout. Et il fallait que je retrouve un salariat, quoi. En gros, je m'étais dit, ça, c'est ta deadline. Tu y vas. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Tu repars dans le salariat. Mais en tout cas, tu peux payer ton loyer jusqu'à tel mois, donc go, quoi. C'était un peu ça. C'est bien déjà d'en avoir conscience, parce qu'il y en a plein qui se jettent un petit peu comme ça, sans regarder les finances, sans budgéter des choses, et peuvent se retrouver effectivement cramés et devoir tout abandonner du jour au lendemain, quoi. Ouais, non, moi j'ai plus dans la prévention et en disant bon bah voilà, ça c'est ta timeline, mais c'est bien aussi parce que ça m'a filé une petite pression où tu te dis bah t'as jusque là pour réussir et go, quoi. Et ça t'oblige à bouger tes fesses, vraiment, enfin ça t'oblige à faire des actions tous les mois et à bouger et à avancer, quoi. C'était quoi du coup ton premier client? Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as eu les premiers sous qui sont arrivés là? Ma première cliente, écoute, c'était une entrepreneure en ligne qui était hypnothérapeute et qui faisait en plus d'avoir ses sessions dans son cabinet, avait aussi un parcours en ligne où elle proposait des accompagnements en ligne. Et elle avait besoin d'aide plutôt technique, de setup de tout son écosystème et d'amélioration aussi de ses process, de son parcours client. Elle m'a fait confiance très rapidement. Je pense pas que je crois que je lui avais pas dit que j'avais jamais bossé avant. Ok. Mais ça a très bien fonctionné et ça a été le démarrage. Et ensuite, après, ça s'est jamais vraiment arrêté. C'est-à-dire que j'ai lancé en fait ma communication sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à interagir avec des comptes. Et je crois que ma première cliente, je l'ai signée au bout de 3 mois. Ok. Donc 3 mois où faut pas lâcher parce que t'as l'impression de faire du vide, quoi. Tu crées ta vitrine sur les réseaux sociaux, tu fais des posts, t'as l'impression qu'il y a personne qui les lit, on 3 s'en likes, fout. ouais. T'as 3 likes, voilà, et puis t'interagis tous les jours avec des comptes et puis ça bouge pas. Mais j'ai été très très consistante. C'est ça le mot, c'est que j'ai jamais lâché. Et même quand au bout de 2 mois, tu te dis ah là là, ça fait 2 mois, qu'est-ce que je fais de mes journées, quoi, ça bouge pas. Mais je pense que tu plantes des petites graines et la clé c'est vraiment la consistance. Faut continuer, 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 continuer. Et ça, en effet, ça a marché. J'ai décroché mon premier client. Et puis ensuite, elle a été tellement contente que j'ai utilisé son témoignage, ses réseaux sociaux. Elle m'a recommandé à d'autres personnes. Et en fait, ça a fonctionné comme ça dès le début. C'est-à-dire que je n'ai marché quasiment qu'avec de la recommandation. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé de plus en plus de clients grâce à ça. Bien. Comme quoi, hein, le réseau, le bouche à oreille, le bon travail, ça fait le taf, hein. C'est ça. Et pour répondre à ta question sur Aline, elle a posté une annonce. Ça faisait partie des entrepreneurs qui étaient dans mon radar, en fait, où je me disais ça serait cool de bosser pour The Bee Boost. Et elle a posté une annonce pour une mission qui était pas vraiment une mission OBM, mais qui était sa mission sur la manager du customer care et de l'expérience client. Il y a une membre de son équipe qui a été recrutée à l'époque. On était toutes les deux dans les starting blocks pour ce poste-là, et finalement c'est elle qui a été choisie et c'est parfait parce que elle est parfaite dans ce poste-là. Mais donc j'ai rencontré Aline comme ça, j'ai postulé, j'étais dans les finalistes, j'ai fait des entretiens et Aline m'a dit, ils m'ont écrit un super email très chouette en me disant, en fait on n'a rien à te dire, on a juste choisi une autre personne parce qu'on pensait que c'était un meilleur fit, mais t'étais génial et ta candidature était top et on n'hésitera pas à te recommander. Et ce qu'elle a fait, elle a tenu ses mots et Aline m'a amené des clients. Et donc il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, Aline m'envoie. Ok, trop bien. Et donc, j'ai gardé cette relation avec Aline en la remerciant chaudement, en lui disant, c'est super cool, merci, quoi, on se connaît pas, t'es oui, c'est ça. m'envoyer du... Et elle me dit, nous, avec plaisir, en fait, on t'a déjà un peu, tu vois, quasiment validé parce qu'on a fait l'entretien avec toi et on a validé que t'avais l'air vraiment chouette et donc, on te recommande avec plaisir. Et donc, elle m'a amené des clientes comme ça, par la recommandation, sans que j'ai bossé pour elle. Et on a gardé une relation où on s'écrivait de temps en temps et on se donnait un peu des nouvelles. Je continuais d'écrire, de répondre à ses stories et tout. Toujours très, on se connaissait pas beaucoup, hein, donc voilà. Un jour, on s'est rendu compte qu'on allait au même événement ensemble à Paris.
Je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, ça se dit qu'on se rencontre pour de vrai. On s'est rencontrés pour de vrai. Et puis, de là, ça s'est jamais arrêté. On a continué à apprendre à se connaître de plus en plus. Et puis, il y a 2 ans, moi, j'ai emménagé à Nice, dans le sud de la France, là où elle aussi se trouve. Et donc, elle m'a dit, bah, viens, j'ai des bureaux dans tel coworking. Si tu veux, prends toi aussi des bureaux là-bas. Et puis, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, on est devenus très, très proches et très amis. Ouais. Mais Ok. encore une fois, c'est très naturel et ça a commencé parce Ouais. que j'ai postulé chez elle. Ouais, c'était sincère, tu vois. Oui, oui, Donc, c'était hyper sincère, ouais. donc en fait, t'as jamais travaillé pour elle finalement, ou Si, peut-être ponctuellement après. oui, Ok. c'est ça. L'année dernière, j'ai travaillé pour elle dans le cadre du rachat de Ah oui. Postadem, voilà, qu'elle a racheté. Et il s'avère que l'OBM, stage directrice des opérations, partait en congé maternité au moment du rachat. Et donc, j'ai fait le remplacement de cette personne-là pendant 6 mois. Donc, j'ai travaillé avec Aline à ce moment-là. Mais encore une fois, du coup, ça a été parce que elle me dit, moi, j'ai pas le temps de recruter, je sais que t'es bonne et go, Hmm. quoi, on y va, on fonctionne bien ensemble, on est amis, mais on bossera bien ensemble. Et en effet, même en étant amis, on a bien bossé ensemble. On Ouais, s'est parce que pas parfois de ça très fort. tu peux ne pas dire vraiment les choses, ça peut ne pas être évident parfois. On s'était dit, on sépare les deux. Quand on a des réunions de boulot, c'est boulot. Quand on se parle boulot, c'est boulot. On prend pas les choses personnellement. Si on a les choses à se dire, on se les dit en face et on est honnête les unes l'une envers l'autre, quoi. Hmm. Et en effet, ça, c'est ce qu'on a fait. Boulot, boulot, c'était boulot. Et ça empêchait pas que le soir, on allait boire des verres en bord de mer. Mais sans parler boulot, voilà. Yes, Mais ouais, ok, on avait vraiment on s'était donné cette discipline de séparer les deux. trop bien. Bah, d'où le succès aussi de sa part, trop bien. Du coup en intro, t'avais dit, je crois que t'as mentionné COO. Ouais. Donc concrètement, est-ce que tu peux dire ce que ça signifie et ce que tu fais au final aujourd'hui pour les entreprises? Ouais, donc COO en anglais ça veut dire Chief Operating Officer et donc en gros c'est directrice des opérations. Et qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est encore des grands mots, mais Mm. c'est une personne qui fait tourner en gros une boîte au quotidien. Tourner dans le sens il y a le CEO qui a la vision, qui a le leadership, qui a les idées, qui a créé la boîte avec le produit aussi, voilà. Et moi, je suis la personne qui l'aide à dérouler sa vision. Qu'est-ce que ça veut dire du concret? C'est un peu un rôle 360 où je suis une partenaire stratégique. On va regarder les métriques, les chiffres, et puis par rapport à ça, prendre des décisions ensemble. Où je m'occupe des recrutements, de faire grandir l'équipe. Tu le sais parce que je t'ai recruté chez quelqu'un. Je m'occupe de gérer l'équipe, les onboarding, les offboarding. Je suis aussi sur le sujet de comment on travaille ensemble, quels outils on utilise, quels process on utilise, comment on communique ensemble. Toute cette culture du travail collaboratif ensemble, ça c'est moi qui travaille dessus, qui les met en place. Ça veut dire concrètement mettre en place des nouveaux outils, mettre en place des process, embarquer l'équipe et essayer de convaincre l'équipe que c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne maintenant pour que ça fonctionne le mieux. Je gère les projets aussi, donc c'est moi en fait qui drive. Ok, il faut qu'on ait fini ça tant à telle heure. Et, enfin voilà, en gros, je distribue les tâches et c'est moi qui fais en sorte que ça avance. C'est de la gestion de projet. Mm. Donc c'est un rôle 360, gestion d'équipe, gestion de projet, et puis partenaire stratégique, finance, budget. Et puis il y a toute la partie optimisation des process et de la manière dont on fonctionne ensemble et des outils et de l'écosystème qu'on utilise. Donc c'est un rôle vraiment 360 de bras droit d'entrepreneur. Ouais. Lui, il a la vision, elle ou lui, voilà, il a la vision de là où ils veulent aller et moi je les aide concrètement tous les jours dans la boîte à faire en sorte que on aille vers cette vision-là, quoi, et qu'on embarque Ok. les équipes avec nous. Et du coup, ça, t'as quand même un certain standing entre guillemets quand tu choisis tes entreprises ou ça peut être tout type d'entrepreneur. Bah, au tout début, évidemment, j'avais un rôle plus OBM qu'on appelle Online Business Manager. C'est un rôle où j'étais beaucoup plus dans l'opérationnel et où j'avais pas vraiment de rôle stratégique, mais juste je mettais en place beaucoup de choses et je Mm. travaillais un peu process par process. Et au fur et à mesure, déjà au fur et à mesure de l'expérience que j'ai gagnée et j'ai aussi de plus en plus apprécié finalement de faire partie de la vision globale de OK, d'accord, c'est une chose de bosser sur un process, mais en fait toute la vision globale de ton parcours client, de ça, c'est pas mal d'avoir la big picture, tu vois. Et donc au début, je travaillais beaucoup avec des solopreneurs, des gens qui étaient tout seuls mais qui avaient besoin d'aide pour juste s'organiser eux, avoir les bases solides de leur propre business, ou travailler sur des process en particulier du type leur onboarding client, du type la facturation, du type
leur programme en ligne. Enfin voilà. Donc je travaillais sur des choses un peu spécifiques, tu vois, des monosujets. Et au fur et à mesure, j'ai pris des postes chez des clients avec qui j'ai travaillé pendant des années. Et donc, de l'opérationnel, je suis passée de plus en plus vers du stratégique, de la gestion d'équipe, parce que les boîtes ont grandi. Et donc, avec moi aussi, mon rôle a grandi. Et donc, j'ai commencé à faire les recrutements, les onboarding, les systèmes. Et donc, petit à petit, j'ai grandi avec les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et donc, maintenant, je travaille plus avec des solopreneurs, mais aussi parce que l'intérêt de m'avoir moi dans une équipe, c'est quand il y a une équipe, Ouais. tu vois. Et donc, je suis maintenant je travaille avec des entrepreneurs Déjà avancé, quoi. qui sont déjà avancés, qui ont voilà des petites équipes et qui ont un niveau de chiffre d'affaires oui, qui est pas loin du million ou plus. Tu as mentionné un sujet, moi, qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai l'impression que c'est quand même un fléau. Tu as parlé de gestion financière. Et j'ai l'impression que, et tu me diras aussi ton avis parce que toi, tu vois les chiffres, mais qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs solo ou même avec des équipes qui n'ont pas forcément connaissance de leurs chiffres et du coup plombent potentiellement des actions marketing et même peuvent plomber leur boîte. Est-ce que tu peux nous donner voilà, ton avis par rapport à ça? C'est un vrai sujet sur beaucoup de clients que j'ai accompagnés et d'autres que je connais. Les finances en entreprise, je suis assez étonnée, mais finalement, il y a assez peu d'entrepreneurs qui connaissent bien ce qui se passe financièrement dans leur boîte et qui comprennent bien comment gérer leur entreprise financièrement. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont mal accompagnées aussi au niveau cabinet comptable ou autre. Et oui, on gère pas une boîte avec des salariés, avec des freelances, une équipe de la même manière qu'on gère une auto-entreprise où on est juste tout seul, nous et notre petit statut auto-entreprise. Après, je le dénigre pas du tout, hein. Moi aussi, j'ai été Ouais, auto-entrepreneur bien et sûr. donc voilà, c'est important de passer par là. Mais ouais, sur les finances en entreprise, c'est un peu le nerf de la guerre en fait. On peut pas à un moment donné, certains niveaux de développement, continuer de faire un peu au doigt mouillé en se disant ah bah j'ai ça de tout, ça va passer. Parce que la comptabilité aussi en entreprise, elle est plus complexe. Il y a des choses qu'on va devoir plus tard. Enfin, à l'URSSAF, il y a des choses qui vont arriver plus tard, et donc il faut savoir quand même le niveau de trésorerie qu'il nous faut. On est engagé sur des contrats avec certaines personnes, et donc il faut savoir si oui ou non on est capable de pouvoir maintenir ce niveau-là de dépenses mensuelles. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de prévisionnel, par exemple, sur l'année, qui se disent pas c'est ça qui va se passer cette année et on prévoit de rentrer tant de chiffre d'affaires, ça c'est nos charges mensuelles, il faut qu'on rentre à minima, tu vois, tel montant. Alors qu'en fait, c'est ça le guide. Enfin, l'idée c'est que d'accord, ça te coûte tant par mois de faire tourner ta boîte en ressources humaines, en outils, en marketing. Et ensuite, c'est ça qui te permet d'évaluer si oui ou non on a bien fait. Enfin, le marketing a les actions, on a atteint les objectifs dont on avait besoin avec le marketing, tu vois. Et de pouvoir redresser la barre, faire des changements. Enfin, si on n'a pas cette boussole-là qui nous permet d'avancer, et on peut aller droit dans le mur. Et je connais des entrepreneurs qui ont cramé leur boîte, Ouais. qui ont coulé leur boîte, À vraiment, ouais. cause de ça, ouais, principalement de la gestion. T'as pas des petits exemples sans faire de name dropping, mais des trucs aberrants que t'as pu voir dans des boîtes où tu te dis mais c'est pas possible quoi, c'est pas de la gestion, c'est pas de l'entrepreneuriat. Oui, si, j'ai enfin, c'est pas de la gestion. Après, tu vois, je veux pas que les entrepreneurs aient honte ou quoi que ça. Le Non, rapport c'est à plus de la l'argent, sensibilisation, tu vois, ouais, pour non, dire le rapport à l'argent aussi, c'est quelque chose d'assez ok, psychologique et ça, je m'en suis rendu compte. Donc, les entrepreneurs comme nous tous, on a des rapports à l'argent selon comment on a grandi, dans quel milieu on a grandi, si c'est un tabou chez nous et tout. Donc ça, il y a un vrai truc psychologique avec l'argent. Et donc la gestion d'argent en entreprise, c'est pas forcément toujours que un manque de connaissances. Souvent, c'est que c'est un manque de connaissances. Et puis du coup, quand tu sais pas quelle bonne question poser à ton comptable et que t'es pas bien accompagné, tu peux ne pas forcément finalement prendre les bonnes décisions ou parce que tu sais pas ce que tu sais pas. hmm, Donc voilà, il y a un grand truc d'éducation là-dessus. Et puis il y a aussi un vrai truc de certaines personnes ont des vrais blocages psychologiques sur l'argent, ok, de peur du succès, de mais il y en aura toujours, c'est pas grave, parce que ils ont géré leurs finances personnelles comme ça, parce que ça a été fait comme ça dans leur famille. Et c'est très difficile parfois de déboulonner ce genre de croyances et finalement de les faire avancer sur l'importance de gérer soi-même ses finances en entreprise. Donc oui, dans les trucs hyper importants, c'est que même si vous déléguez, même si vous avez un super comptable, même si vous avez une DAF ou une RAF,
quelqu'un qui vont faire monter vos données de chiffrées de vos chiffres d'affaires, de vos dépenses, de tout ce que vous voulez. Il faut que vous ayez au moins un niveau d'éducation basique sur les finances en entreprise pour comprendre déjà ce qu'on vous donne, et puis pour vérifier que ce qui est fait, c'est quand même pas trop mal fait. Aussi parce que en tant que dirigeant, vous êtes responsable légal, c'est-à-dire que si votre comptable il fait vraiment de la merde, pardon pour l'expression, mais si votre comptable fait n'importe quoi, légalement c'est quand même de votre faute. Donc s'il y a un redressement, enfin, s'il y a un contrôle fiscal, quoi que ce soit, votre comptable il craint rien du tout, alors que c'est tout dans votre pomme à vous. Donc c'est quand même très très important. Vous êtes légalement responsable de votre entreprise et des dettes et de ses dettes et autres. Donc c'est méga important de savoir, de comprendre comment ça fonctionne et de vérifier que les gens qui bossent pour vous font du bon taf de ce côté-là. Voilà. Ça, c'est vraiment... Sans être expert comptable soi-même, hein, parce qu'évidemment tu délègues parce que t'as pas toute la compétence, mais il faut avoir une éducation de base. Donc moi je conseille vraiment de se renseigner et de se faire accompagner par des gens compétents pour apprendre justement les finances en entreprise. Pour toi, ça représente le pilier numéro un pour pérenniser une boîte, la gestion financière? Bah, c'est le nerf de la guerre parce qu'en fait, avec la gestion financière, tu sais si tu peux réinvestir, combien tu peux réinvestir, si tu peux déléguer, agrandir ton équipe ou pas, si tu peux, oui ou non, prendre ce mastermind et voilà, payer un mastermind. En fait, bien sûr que c'est le nerf de la guerre parce que si tu sais pas ta trésor disponible, si tu sais pas en fait combien tu peux dépenser sans mettre ta boîte en difficulté et que tu prends toutes tes décisions au doigt mouillé, en fait, c'est flippant parce que d'une, t'es pas sûr de pérenniser. Tu peux, si t'as une mauvaise surprise parce que t'as mal prévu, faire couler ta boîte parce que t'as pas assez de trésor d'avance. Donc oui, ouais, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la structuration de la finance dans la boîte. Et ça veut pas forcément dire un truc hyper complexe, hein. Tu peux avoir un tableau qui suit, tu te fais ton prévisionnel sur l'année avec OK, l'année dernière on a rentré tant. Là, le niveau de dépense, il est à tant. Il faut à minima tant d'argent par mois. Voilà combien ça coûte d'avoir les freelances. Voilà combien ça coûte d'avoir les salariés. Voilà combien on paye en URSSAF, en CFE, en impôt sur les sociétés. Enfin voilà tout. En pub. Et puis c'est pas mal de savoir où va ton argent aussi. D'avoir un peu des petits camemberts en disant OK, il y a tant de pourcents qui part sur la masse, le salariat ou la ressource humaine, il y a tant de pourcents qu'on dépense en outils, et quand faut faire des choix, on se dit bon est-ce que tous les outils sont utiles, est-ce qu'on a besoin de dépenser autant d'argent là, est-ce qu'on peut pas un peu optimiser pour libérer un peu un budget pour aller mettre de l'argent autre part, pour investir pour investir en engageant quelqu'un de nouveau, pour investir dans quelqu'un qui va dans un CMO par exemple comme toi qui va faire décoller des ventes, qui va aider à booster le marketing. Ça permet de prendre des décisions en fait. L'argent, c'est à mon avis, c'est pour moi le métrique numéro un en vrai, parce que c'est le nerf de la guerre. Si t'es pas rentable et que si tu génères pas de cash, c'est le but d'une entreprise aussi de pouvoir se développer. Donc ou au moins se pérenniser et se maintenir à minima. Donc c'est vraiment la métrique numéro un à suivre en entreprise pour être sûr qu'on va pas dans le mur. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus là aujourd'hui dans tes missions? Est-ce que c'est le côté humain? Est-ce que c'est le côté justement chiffre? Ou est-ce que tu te dis, punaise, j'ai bien fait entre guillemets d'atterrir ici parce qu'on voit une réelle progression, une réelle augmentation, soit de la satisfaction client ou soit carrément de la croissance d'entreprise, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est de me rendre compte quand j'ai un vrai impact. C'est vrai que c'est chouette d'arriver dans une entreprise et puis de faire le bilan 3-4 mois après, de se dire, OK, c'était quoi la situation quand je suis arrivée, c'est quoi la situation maintenant? Et je l'ai fait il y a pas très longtemps avec un client, et c'était chouette de faire un peu la rétrospective de OK, qu'est-ce que j'ai mis en place depuis qu'on arrive, qu'est-ce qui a changé dans la culture d'entreprise, évidemment c'est pas que moi, hein, c'est un travail d'équipe, et puis en plus l'idée, enfin le produit, le leadership, tout ça c'est le CEO, donc ça c'est vraiment leur force à eux, et puis c'est toujours en binôme, c'est-à-dire que on peut pas être l'un contre l'autre, le binôme CEO. J'ai eu, il y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, une expérience où j'avais l'impression que le CEO passait beaucoup de temps à défaire ce que je faisais, et en fait je me disais en fait on va pas y arriver parce qu'on va pas dans le même sens. Et donc c'est un travail d'équipe, mais ça fait plaisir de voir quand on arrive à développer une bonne relation avec le CEO et que la roadmap, j'arrive avec un plan d'action en se disant OK, c'est ça qu'on va faire sur l'année, et que l'année se déroule et que ça avance et qu'on y arrive, et qu'on arrive sur faut être patient, c'est pas très sexy, hein, la structuration d'entreprise et tout, c'est pas magique non plus.
on est sur des plans sur 1 an et doucement et sûrement, on arrive là où on veut aller. Mais là, par exemple, au bout de 6 mois, on se rend compte que c'est déjà pas mal. On a déjà atteint quand même pas mal des choses qu'on voulait atteindre sur cette roadmap. Et on sent le changement et on sent le changement positif. Et voilà. Donc ça, c'est agréable. Ce que j'aime bien, c'est ça, c'est de me rendre compte que j'ai un impact dans les entreprises. Et puis surtout, je bosse avec des gens parce que j'adore leur projet à eux, tu vois. Je kiffe leur projet entrepreneurial, leur histoire, la manière dont ils gèrent leurs équipes aussi. Il y a aussi un match de personnalité et Oui, de manière de fonctionner. ça compte beaucoup, ouais. Et j'ai ce luxe-là maintenant d'être assez demandée et d'avoir assez peu de problèmes pour trouver des clients et du coup de pouvoir finalement choisir les clients avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, c'est quand même un grand, grand luxe. Et en même temps, du coup, c'est quand même plus chouette parce que on bosse mieux, je bosse mieux avec eux si j'adore leur projet et qu'on s'entend bien, quoi. Justement, on peut faire la transition sur justement cette forme de marketing qui en est plus ou moins une, hein. Donc tu fais du bon taf, t'es recommandé. Ce serait quoi du coup le conseil pour des personnes un petit peu comme nous, en fait, qui n'aimons pas forcément se mettre en avant, ou toi par exemple tu fais très peu de création de contenu, il n'y a pas de tunnel de vente derrière, il n'y a rien du tout. Donc quelle est ta vision toi de ton marketing? Comment tu arrives à allier, à être toujours toi-même tout en réussissant en trouvant des clients? Euh, ça serait quoi finalement tes petits conseils par rapport à ça? D'écouter personne. Mais moi, au début, je me sentais nulle et je me disais, ah là là, parce qu'en fait, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, mais c'est normal, c'est leur taf dans le marketing, c'est on t'apprend à te mettre en valeur, comment te vendre, comment créer du contenu sur les réseaux sociaux, créer ton tunnel et tout ça. Et donc, moi, j'ai essayé au début. Et d'ailleurs, voilà, au début, enfin, mon compte Instagram, c'est ma vitrine, quoi. Je me suis dit, c'est bien de le construire. Après, c'est pas ouf, mais c'est là. Ça le mérite d'exister. Mmh. Et donc je me sentais hyper mal parce que je me disais mais en fait je suis nulle, je vais jamais réussir à me vendre et tout et voilà. Et c'est en regardant des masterclass sur justement le marketing conversationnel et je me suis dit mais en fait c'est ça que je fais moi. Je savais pas que ça avait un nom, je savais pas que ce que je faisais finalement c'était quand même du marketing parce que je le faisais naturellement. Je me dis mais en fait c'est ça que je fais moi. Donc en fait ça marche. Parce qu'au final, le résultat, c'est que j'ai jamais eu de problème pour trouver des clients, que j'ai même j'ai même eu des listes d'attente et des gens qui attendaient pour travailler avec moi. Donc, je me disais, mais en fait, ça sert à rien de passer 4 heures ou 6 heures par semaine à faire du contenu sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je vends déjà. J'ai pas de souci de prospection, j'ai pas de souci de remplir mon agenda, mon chiffre d'affaires n'a fait qu'augmenter d'année en année. J'ai jamais eu de problème, en fait, à trouver des clients. Et je me suis dit, en fait, tout ce que tu fais déjà, ça suffit. Et c'est du marketing, mais c'est très discret. C'est pas tape à l'œil. Je suis très discrète. On me voit très peu sur les réseaux sociaux. On me voit dans les stories d'Aline, mais parce Mais que tu je sais, suis c'est dans. un impact ça au final Mais indirect. je lui disais en rigolant que c'était ma première source d'acquisition de leads parce qu'à chaque fois qu'elle me poste dans ses stories, j'ai genre entre 60 et 100 personnes qui viennent me suivre sur voilà. Et j'ai trouvé, il y a des gens qui en découvrant mon compte et en étant associés à Aline, se disent elle doit bien bosser et donc viennent me voir en me disant je t'ai vu dans les stories d'Aline, est-ce qu'on peut faire un appel découverte et tout ça. Donc oui, mais alors pour le coup je n'utilise pas du tout Aline parce que c'est mon amie, mais c'est la conséquence indirecte, enfin l'impact indirect que ça a d'apparaître dans ces stories. Ah mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour synthétiser, c'est le réseau et faire le bon taf. Et quand t'as les deux, ça t'aide effectivement à avoir ce bouche à oreille et de pas avoir comme t'as dit, à faire du marketing, de la création de contenu, de faire 36 000 calls. Là, effectivement, les gens, comme tu dis, ils viennent à toi et ils ont pas forcément de réticence. Non, T'as pas besoin de faire 10 000 calls avant c'est d'avoir un ça. client, quoi. Donc moi mon conseil en gros c'est de suivre aussi de vous respecter vous et votre propre écologie interne aussi. C'est si vous n'êtes pas à l'aise face caméra, si vous n'êtes pas à l'aise de toutes ces choses-là, vous forcez pas à faire un truc parce que de toute façon, ça sera pas bien fait parce qu'en fait, vous allez pas aimer le faire. Et puis, alors certains ont des révélations, hein, certains commencent à faire du face cam et tout ça et finalement font des trucs vraiment chouettes et puis ça marche vraiment et tout. Et d'autres, pas du tout. Moi, je suis pas naturelle face caméra, je me trouve toujours genre Je te vois bien faire un crispée. face cam. Je suis trop crispée, je trouve ça hyper étrange de sortir mon téléphone et de me filmer, mais même juste quand je travaille, tu vois, j'ose faire des photos de moi quand je suis devant mon ordi et tout, j'y pense jamais. Moi, je me mets dans mon boulot puis c'est tout. Donc à chaque fois, je me dis j'aurais pu faire du contenu là-dessus et tout. Et en fait, moi, je vis juste ma vie et je passe pas mon temps à la filmer.
Et je me suis dit, je me suis lâché la grappe là-dessus. Je me suis dit, arrête de te, voilà. Et je me sentais toujours nulle parce que je me disais, ah, mon compte Instagram, il est pourri, il est pas très beau. Il y a pas quelque chose, il y a pas grand chose d'intéressant dessus et tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu vives de ton activité et que tu aies une liste d'attente et que tu sois recommandé. Et voilà. Mais par contre, donc, j'ai investi du temps dans des événements de networking. Donc par contre, je me déplace, je vais voir les clients à Paris, je vais dans des rencontres d'entrepreneurs aussi. Et donc ça, c'est ma manière de faire du marketing. C'est en rencontrant les gens en vrai, en fait. Bah, C'est c'est ta à force, l'ancienne. ouais. En final, c'est à l'ancienne, mais parce que ma force, c'est la relation humaine et je suis meilleure soit en faisant une visio, soit en rencontrant quelqu'un, plutôt que de me vendre comme ça ou de vendre mes services sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn. Je me sens toujours jamais vraiment légitime. Je sais jamais quoi écrire. Je suis pas inspirée. Enfin, c'est pas des médias qui m'inspirent et Oui. que voilà que je sais bien en plus utiliser pour mon propre intérêt quoi. Ok. Voilà. Bah, comme tu dis, autant ne pas se forcer, surtout si ça marche autrement. Trop bien. Si on doit faire du coup une petite rétrospective entre la Solène du début qui était dans l'art et tout, passion qui finalement bifurque, euh, ouais, qu'est-ce que tu te dirais finalement par rapport à tout ce feedback? Est-ce que vraiment tes années d'expatriation t'ont vraiment servi à être qui tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu regrettes ou que tu aurais aimé que ça se fasse différemment? Avec du recul, qu'est-ce que tu penses finalement de ta vie? Non, moi je suis une personne de naturellement joyeuse et enthousiaste et optimiste. Je fais plutôt partie des gens qui voient le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc et puis aussi je suis très obstinée, c'est-à-dire j'ai souvent des idées fixes et j'y vais. Et ça a Ok. toujours été un peu comme ça dans ma vie, sur tous mes projets, toutes mes passions, sur tout ce que j'ai aimé. Ce que ça m'a appris, c'est que il y a pas qu'une seule voie, même si traditionnellement hein, dans la société, on est plutôt salariat, il y a une seule voie toute tracée, il faut bien cotiser pour ta retraite, machin, il y a tout ça. Euh, et je me suis rendu compte que c'était pas grave de pas suivre la voie toute tracée, que il y avait plein d'autres voies dans la vie et que c'était pas grave aussi si on avait commencé dans un domaine et qu'on finissait dans un domaine complètement différent. Parce que c'est vrai que si mes professeurs d'art me voyaient maintenant faire de la structuration d'entreprise, l'écart il est quand même grand. Mhm. Et puis d'ailleurs, tous les gens qui ont fait des études avec moi, ils sont plutôt restés dans ce milieu-là. Maintenant, il y a des chargés de com, il y a des gens qui sont conservateurs, il y a des gens qui bossent dans des musées. Donc mes amis de fac sont restés dans le milieu culturel. Mais aussi parce que tu t'embêtes pas à faire un master là-dedans pour ensuite faire comme Oui, moi mais et faire après, autre chose. je pense que ça a évolué, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le Covid aussi a mis un gros Mm. coup à Ouais. plein de monde et ça a été des déclencheurs, quoi. Donc non, mais moi en fait, je suis toujours très reconnaissante de ce que je vis, que ça soit des choix ou que ça soit pas forcément des choix. Des fois, il y a des choses qui sont un peu plus subies dans la vie, mais je me dis que j'apprends toujours de tout ce que je vis. Et comme j'ai une approche plutôt positive et que je rebondis très facilement, je m'adapte aussi très facilement. J'aime moi la richesse de la vie que j'ai eue, toutes les expériences que j'ai eues. Ça nourrit de toute façon ce que je fais. Et finalement, il y a plein de choses que j'ai, même quand j'étais serveuse, des choses sur la relation humaine, sur le customer care, sur le service client, toutes ces choses-là, c'est des choses que tu apportes avec toi dans tes missions après. Mhm. Même si tu peux te dire que c'est le grand écart et que ça servait à rien et puis que tu peux dénigrer le fait que quelqu'un ait bossé en hôtellerie-restauration, moi je trouve qu'en fait dans tout il y a quelque chose à apprendre, dans toutes les expériences. Vraiment. Donc il y a aucun regret même si j'ai un parcours atypique, j'ai aussi un CV du coup qui est un peu voilà, mais encore une fois, tu vois, c'est du storytelling, tu vois. C'est aussi la manière dont tu racontes ton histoire quand tu es face à des recruteurs, ce qui a été mon cas, de comment t'expliques ton parcours Mhm. et de s'il fait du sens pour toi, bah, il fera du sens pour les autres. Et moi, il a énormément de sens pour moi, mon parcours. Et je changerai rien et je suis très contente d'avoir changé de voie, d'avoir fait une reconversion, d'avoir vécu à l'étranger, d'être revenue en France depuis. Voilà, je suis très très heureuse de ça. Je suis pas quelqu'un qui regrette beaucoup, j'ai très peu de regrets. Je me dis bah, une fois que la décision est prise, on y va et YOLO quoi. On y va et on s'y tient parce que c'est ta décision et si jamais il faut la changer, bah tu la changes, tu changes de cours ou de direction. Ça sert à rien de passer 4 ans à regretter que tu as fait quelque chose. C'est fait, on s'en fout, allez hop, on avance. Ça. Ok. Ouais, mais c'est bien. Et du coup, là, j'ai deux questions. Vas-y. Est-ce que ta mère continue de corriger tes mails ou tes stories?
Alors non, parce que je lui écris beaucoup moins de mails, parce que maintenant je suis rentrée en France aussi, donc on s'appelle beaucoup plus que j'en s'écris moins T'as des trouvé grandes. l'alternative. Ouais, mais non, mais elle peut corriger un peu mon langage si je dis un peu des gros mots. Ok. Elle aime pas qu'on dise des mots comme ça, donc mais après non pas trop. Mais à l'époque, donc quand j'ai rédigé mon mémoire, c'était ma correctrice, donc elle a corrigé elle a Il lu n'y mon avait pas de mémoire de chat master. GPT à l'époque, Non, donc il y bon. avait pas de chat Ouais, GPT, donc j'ai écrit toute seule 200 pages c'est ça. sans chat GPT. Et ma maman était ma correctrice, donc elle a relu, ouais, elle avait Ok. tout relu. Et elle corrige encore, pour te dire la petite anecdote, mon papa est maire du village et Ok. elle corrige, elle écrit ses discours et elle lui corrige aussi tous ses discours. Si lui il fait un brouillon, il écrit un peu les idées, elle rédige tout le discours et elle recorrige. Bien. Ouais, elle est attachée à ça. Du coup, la deuxième question, tu dis que t'es rentré en France. Est-ce que, voilà, maintenant, t'as envie de te poser ou t'as quand même, tu sais, quand t'es expat pendant 10 ans, t'as peut-être des envies de repartir. C'est quoi un petit peu ta vision, là, sur du moyen long terme? Non, mais j'ai adoré ma vie d'expat pendant 10 ans, donc, parce qu'il y a eu 2 ans en Australie, 7 ans aux Pays-Bas et 1 an à Lisbonne, au Portugal. Euh, et mon retour en France, c'était pas forcément, c'était un peu un concours de circonstances de la vie. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas vraiment prévu et donc c'était pas vraiment un choix. Mais comme d'habitude dans ma vie, je me dis bon, même si c'est pas un choix, maintenant que c'est fait, on y va et on y go quoi, et on donne ce qu'on peut dans cette décision-là et dans cette direction-là. Le retour a été rude, on va pas se mentir. Après 10 ans d'expatriation, c'est pas évident de rentrer dans son propre pays. On se sent pas trop à sa place. En plus, moi, en ayant parlé anglais majoritairement pendant 10 ans, c'était ma langue principale et je parlais moins le français, ma langue natale, Hmm. que l'anglais. Donc juste se réadapter à parler sa propre langue. Alors ça peut paraître très étrange quand on n'a pas été expatrié, mais quand t'es expat, tu te sens, t'as un peu le blues du retour, quoi. C'est pas évident. Mais maintenant que je suis là depuis 2 ans et demi, j'ai plus du tout envie de bouger. J'ai trouvé la région de France qui me convient le mieux. Voilà, moi je vis sur la Côte d'Azur, on peut pas faire beaucoup plus beau. C'est vrai. Je suis entre mer et montagne. Moi qui suis une grande randonneuse, voilà, c'est un plaisir absolu de juste le week-end, soit se balader sur les sentiers côtiers, soit prendre la voiture et en 1 heure on est dans le Mercantour et on est entouré de montagnes. Enfin, c'est incroyable. Ça change vraiment la vie d'être dans un environnement aussi beau, de la qualité de vie, franchement, c'est. Donc maintenant que je suis là, j'ai plus envie de bouger. Non, non, j'ai acheté un appartement. Enfin voilà, je suis vraiment, je suis plus dans une phase de vie d'ancrage. Ok. Voilà, j'ai trouvé un peu ma place dans le monde maintenant. Je pense que j'ai trouvé, c'est un peu voilà, à l'approche de la quarantaine, je pense. J'ai trouvé ma place professionnellement parce que je suis heureuse dans ce que je fais et j'ai trouvé ma place dans le monde voilà, géographiquement aussi. Je pense que je suis dans cette période-là d'ancrage. Trop bien. Bon, après, rien ne t'empêchera de repartir en vacances de temps en temps, Ah quoi. oui, non, mais par contre, j'adore toujours autant voyager. Cette année, là, dans les 6 prochains mois, je pars en Écosse, je pars aux Pays-Bas et je pars à Minorque, quoi. Donc, Ok, ça va, ça va, ça va. oui, non, non, ça bouge quand même, ça bouge quand même. Mais en tout cas, j'ai une base solide. Je sais que je vis dans un endroit où j'ai plus envie d'en bouger, quoi. Tu te sens bien. Oui, Trop oui, bien. je suis entourée des gens que j'aime. Voilà, c'est parfait. Nickel. Écoute, on va terminer par les petites questions en vrac. Ah, Oh. c'est quelques petites questions. Il faut que tu répondes de manière spontanée. Alors, si tu prends un petit déj, t'es plutôt salé ou sucré? Salé. Ton film ou ta série préférée? Alors, le film un peu honteux, mais que j'adore, c'est Dirty Dancing. Ok. On juge pas ici. Je connais toutes les répliques. En deuxième film, il y a La Cité de la Peur. C'est au À niveau, hein, donc l'ancienne, les toi. classiques, à l'ancienne. Ouais, ouais, ouais. Ouais, enfant des années 90, 80. Donc Dirty Dancing et La Cité de la Peur. Et série préférée, Gossip Girl ou Sex and the City. Twin Peaks aussi, mais complètement Ouais, différent. heureusement que je C'est t'ai le dit, grand écart. Hein. heureusement que j'ai demandé au singulier, hein. Je peux pas choisir, je peux pas Ouais. choisir. Bah là, tiens, ça va être difficile aussi pour toi. Mer ou montagne? Montagne, quand même. Matin ou soir? Matin, je suis une matinale, moi. De lire un livre ou écouter un podcast? C'est dur, ça. Parce que je suis Bah, en ce les moment, deux. tu vois. En ce Bah, moment, t'es plutôt. les deux. Je viens de Ok, finir un énorme livre là, le week-end dernier, et j'écoute des podcasts quasiment tous les jours. ça Donc marche. bon, je peux pas Bon. choisir celle-là. Thé ou café? Thé, Quand tu veux te détendre, c'est plutôt sport ou Netflix? Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? dans le silence. Question un peu bête. T'es plutôt organisé ou freestyle? Alors ouais, je suis contrôle fric, donc je Ah, suis très organisée. ouais, bon, on vérifiait. Et 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 € par mois à vie. Ok, trop bien.
Bah, écoute, c'est bon. On est sur la fin. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Un truc sur lequel tu voudrais rebondir ou un truc auquel, on n'a pas du tout abordé? Non, écoute, c'était, agréable. C'est toujours un peu bizarre de raconter toute sa vie, de faire la rétrospective, mais c'est bien, ça t'aide à dire: «Ah ouais, j'ai fait tout ça». Bah, oui, c'est aussi le but et pour montrer que voilà, chacun a des parcours de vie différents et tant qu'on aime le voyage, c'est surtout ça aussi, c'est toujours, intéressant. Ouais, non, non, à part, non, faire un petit big up, en gros, à mes clients que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtront et avec qui j'aime beaucoup travailler, et aux équipes avec qui je travaille aussi, dont tu fais partie. Bon, c'est pas un secret, mais donc voilà, j'apprécie énormément de travailler avec toi, chez différents clients et donc bon, voilà, c'est un peu le petit mot de fin, c'est, j'aime les gens avec qui je travaille. Bien, bah, merci à toi en tout cas et puis on mettra en description, même si tu pas trop active, ton compte Insta si jamais les gens Allez, veulent, s'abonner. venez faire Voilà. grandir mes followers, même si, bon, je vais pas vous décevoir, mais vous allez pas avoir grand-chose, hein. Il y a pas Mais beaucoup de tu stories. tu réponds en DM, c'est le plus important. Ah, je réponds à tous les DM, et si on me tag en story, je reposte parce que du coup, je réutilise le contenu des autres. On fera une photo là juste après, on va la republier comme Ah ça, mais ce oui, sera bon. vas-y Tom, il faut que tu me fasses mon contenu là, du coup. Ouais, ça marche. Bah, écoute, merci à toi pour cette belle interview. Moi, je suis content d'avoir pu échanger avec toi. Encore une fois, je le disais, c'est aussi les personnes de l'ombre qui font, grandir les boîtes et donc c'était très important pour moi de t'avoir. Merci beaucoup pour ton invitation. Allez, je te souhaite plus plus grand bonheur, la plus grande réussite, tout ce que tu veux, quoi. Merci. Allez, Merci ciao. beaucoup. Ciao.